Sommes-nous des copies de notre environnement? L'hypothèse qui unit l'esprit et le monde. Cette question n'est pas une métaphore poétique. C'est une proposition scientifique radicale qui remet en question tout ce que vous croyez savoir sur votre propre conscience. Dans les 90 prochaines secondes, vous allez découvrir pourquoi votre cerveau ne crée pas une réalité indépendante du monde extérieur, mais copie activement les structures qui l'entourent. Voici la promesse concrète. À la fin de ce voyage, vous comprendrez exactement comment et pourquoi vous êtes, littéralement, un reflet de votre environnement. 2 boucles de curiosité vont guider notre exploration. Boucle numéro 1, le résultat surprenant. Nous allons découvrir que votre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur qui génère des images du monde, mais comme un miroir neuronal qui reproduit les patterns externes. Boucle numéro 2, le twist contre-intuitif. Ce processus de copie n'est pas unidirectionnel. Vous ne copiez pas seulement le monde vous copie en retour, créant une boucle de rétroaction permanente qui brouille la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Les enjeux personnels sont immenses. Si cette hypothèse est vraie, alors votre identité, vos pensées, vos émotions ne sont pas uniquement les vôtres. Elles sont des échos, des répliques, des copies modifiées de ce qui vous entoure. Si elle est fausse, alors vous possédez une autonomie mentale absolue, une forteresse cognitive imperméable aux influences externes. Voici la feuille de route en 3 temps. D'abord, nous allons explorer le mécanisme fondamental de la copie neuronale. Comment votre cerveau modélise physiquement ce qu'il perçoit. Ensuite, nous examinerons les preuves scientifiques concrètes des neurones miroirs à la contagion émotionnelle qui démontrent ce processus en action. Enfin, nous plongerons dans le twist conceptuel qui change tout. La synchronisation bidirectionnelle entre vous et votre environnement, révélant que vous êtes simultanément la copie et l'original. Définissons d'abord les termes avec précision. Par copie neuronale, nous entendons le processus par lequel votre cerveau crée des cartes internes, des représentations structurelles qui reproduisent les patterns du monde externe. Ce n'est pas une photographie passive, c'est une reconstruction active où vos neurones s'organisent en miroir des structures observées. Pensez à votre cerveau comme à un sculpteur d'argile invisible. Chaque fois que vous observez un mouvement, une émotion, un concept, vos réseaux neuronaux se reconfigurent pour épouser la forme de ce que vous percevez. L'argile de vos synapses prend littéralement l'empreinte du monde. Mais attention, cette théorie ne dit pas que vous êtes un zombie sans libre arbitre. Elle ne prétend pas que vous êtes entièrement déterminé par votre environnement. La limite est cruciale. La copie n'est jamais parfaite. Votre cerveau filtre, déforme, réinterprète selon votre histoire unique, votre biologie singulière, vos expériences passées. Vous êtes une copie imparfaite, et c'est précisément cette imperfection qui crée votre individualité. Voici une expérience de pensée pour rendre cela tangible. Imaginez que vous entrez dans une pièce où tout le monde rit. Vous ne connaissez personne. Vous ignorez la raison de l'hilarité. Pourtant, dans les 30 secondes qui suivent, un sourire se dessine sur vos lèvres. Vos épaules se détendent, peut-être même qu'un petit rire vous échappe. Vous n'avez pris aucune décision consciente. Votre cerveau a simplement copié l'état émotionnel ambiant. Maintenant, la question qui fait le pont vers ce qui suit, si votre cerveau copie automatiquement les états émotionnels, que copie-t-il d'autre sans que vous le sachiez? Bienvenue sur la chaîne El Observador Quantico, où nous explorons les mystères les plus profonds de la conscience et de la réalité. Si ces questions vous fascinent autant que moi,
abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette série. Nous allons voyager ensemble aux frontières de la neuroscience, de la philosophie et de la physique quantique. Et avant de plonger plus profondément, j'aimerais créer une connexion avec vous. Dis-moi dans les commentaires depuis quel pays tu nous regardes en ce moment. Es-tu en France, au Québec, en Belgique, en Suisse ou peut-être quelque part en Afrique francophone? Partage ta localisation, je lis tous les commentaires et j'adore découvrir d'où vient notre communauté d'explorateurs de la conscience. Revenons à notre énigme centrale. Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones. Chacun peut établir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Ce réseau titanesque crée environ 100 billions de synapses. C'est un nombre si vertigineux qu'il dépasse le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Pendant des décennies, les neuroscientifiques ont pensé que ce réseau fonctionnait comme un ordinateur ultra sophistiqué, générant des représentations internes complètement séparées du monde externe. Mais une série de découvertes au cours des 30 dernières années a fracturé ce modèle. La première fissure est apparue dans les années 90, dans un laboratoire de Parme, en Italie. Des chercheurs étudiaient les neurones moteurs de singes macaques. Ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Certains neurones s'activaient non seulement quand le singe effectuait une action, mais aussi quand il observait un autre singe effectuer la même action. Ces neurones ne distinguaient pas entre faire et voir faire. Ils copiaient l'action observée comme si le cerveau du spectateur la réalisait lui-même. Cette découverte a bouleversé notre compréhension de la perception. Mais la copie neuronale va bien au-delà des actions physiques. Votre cerveau copie les émotions, les intentions, les concepts abstraits, même les structures sociales de votre environnement. Quand vous passez du temps avec des personnes anxieuses, votre propre niveau d'anxiété augmente mesurable. Quand vous êtes entouré de personnes confiantes, votre propre confiance s'élève. Ce n'est pas de l'influence psychologique floue. C'est de la copie neuronale précise, mesurable dans l'activité de vos circuits cérébraux. Alors voici où nous en sommes. Votre cerveau est un copieur neuronal permanent, reproduisant sans cesse les patterns de votre environnement. Mais si c'est vrai, une question vertigineuse émerge. Où commence votre esprit et où finit le monde? Cette frontière que vous pensiez solide commence à s'estomper. Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans les mécanismes précis de cette copie neuronale, explorer comment vos neurones se reconfigurent physiquement en miroir de ce que vous percevez. Préparez-vous, ce que vous allez découvrir va changer votre perception de vous-même. Votre cerveau ne photographie pas la réalité, il la sculpte. Chaque seconde, environ 11 millions de bits d'informations sensorielles bombardent vos systèmes perceptifs. Pourtant, votre conscience ne traite que 40 bits par seconde. Cette compression radicale n'est pas une limitation, c'est une stratégie. Votre cerveau ne peut pas tout copier, alors il copie l'essentiel. Les patterns, les structures, les relations qui définissent votre environnement. Comprendre ce mécanisme de copie sélective est la clé pour saisir comment vous devenez, neurologiquement parlant, un reflet de ce qui vous entoure. La copie neuronale repose sur un principe fondamental appelé plasticité synaptique. Vos neurones ne sont pas figés dans une configuration permanente. Ils se remodèlent constamment en fonction de ce que vous percevez, pensez et ressentez. Quand vous observez un mouvement répété, les synapses impliquées dans la perception de ce mouvement se renforcent. Quand vous êtes exposé à une émotion particulière, les circuits neuronaux associés à cette émotion s'épaississent. Ce processus s'appelle
la potentialisation à long terme pour les connexions qui se renforcent et la dépression à long terme pour celles qui s'affaiblissent. Votre cerveau est littéralement remodelé par l'expérience, sculptant ses propres structures pour correspondre aux structures externes. Voici une analogie concrète pour visualiser ce processus. Imaginez que votre cerveau est une forêt dense. Chaque fois que vous empruntez un chemin particulier, vous écrasez l'herbe, vous déplacez quelques cailloux, vous créez une trace légère. La première fois, le passage est difficile. Mais si vous empruntez ce même chemin chaque jour, un sentier se forme. L'herbe disparaît, la terre se tasse, le trajet devient automatique. Vos pensées et perceptions fonctionnent exactement de la même manière. Chaque répétition creuse un sillon neuronal plus profond. Votre cerveau copie les patterns de votre environnement en créant des autoroutes synaptiques qui facilitent la reproduction de ces patterns. Ce que vous voyez souvent, ce que vous pensez régulièrement, devient la structure même de votre esprit. Mais attention à la limite cruciale de cette métaphore. Contrairement à une forêt passive, votre cerveau ne copie pas mécaniquement. Il interprète, filtre et transforme ce qu'il copie à travers le prisme de votre histoire unique. Cette théorie ne dit pas que vous êtes un enregistreur neutre. Elle dit que votre cerveau construit activement des modèles internes qui correspondent structurellement aux patterns externes. Mais ces modèles sont colorés par vos expériences passées, votre génétique, votre état émotionnel actuel. Vous êtes un artiste qui copie l'art, pas une photocopieuse. Prenons une micro-histoire concrète pour ancrer cette idée. Marie est pianiste professionnelle depuis 20 ans. Un jour, des neuroscientifiques scannent son cerveau pendant qu'elle écoute simplement de la musique, sans jouer. Résultat stupéfiant, les zones motrices de son cerveau, celles qui contrôlent ses doigts, s'activent intensément. Son cerveau ne distingue plus clairement entre écouter de la musique et jouer de la musique. Après des milliers d'heures de pratique, les patterns sonores qu'elle perçoit déclenchent automatiquement les patterns moteurs qu'elle a répétés. Son cerveau a copié la relation entre son et mouvement si profondément que la simple écoute active maintenant le système moteur. Marie n'est pas seulement une pianiste qui joue de la musique, elle est devenue, neurologiquement, une copie vivante de la structure musicale elle-même. Cela soulève une question troublante. Si votre cerveau copie ainsi votre environnement, jusqu'où va cette copie? Copie-t-il seulement les actions physiques et les sons? Ou copie-t-il aussi les pensées des autres, leurs croyances, leurs valeurs, leurs peurs? La réponse va vous surprendre. Votre cerveau possède ce qu'on appelle des cartes somatotopiques. Ce sont des représentations spatiales de votre corps à l'intérieur même de votre cortex. Quand quelqu'un touche votre main gauche, une région spécifique de votre cortex somatosensoriel droit s'active. Ces cartes ne sont pas innées et figées. Elles se forment et se transforment continuellement en fonction de votre utilisation corporelle. Un violoniste a une représentation disproportionnée de sa main gauche dans son cerveau. Un danseur a des cartes motrices surdéveloppées pour ses jambes et son équilibre. Votre cerveau copie littéralement l'usage que vous faites de votre corps en réorganisant sa propre architecture. Mais voici le détail fascinant que peu de gens réalisent. Ces mêmes mécanismes de cartographie s'appliquent aux concepts abstraits. Votre cerveau crée des cartes conceptuelles, des réseaux de neurones qui s'activent ensemble pour représenter des idées complexes. Quand vous êtes immergé dans un environnement intellectuel particulier, que ce soit la philosophie, la physique quantique ou la psychologie, votre cerveau développe des circuits spécialisés pour traiter ces concepts. Vous ne vous contentez pas d'apprendre ces idées. Votre cerveau se reconfigure pour les incarner.
Les penseurs avec qui vous passez du temps, les livres que vous lisez, les conversations que vous avez, sculptent littéralement la topographie de votre paysage mental. Alors voici où nous mène cette exploration. Votre cerveau est une machine à copier multiniveaux. Il copie les mouvements physiques, les sons, les émotions, les concepts abstraits et même les structures sociales. Chaque copie laisse une trace physique dans votre architecture neuronale. Au fil du temps, ces traces s'accumulent, se superposent, se renforcent. Vous devenez progressivement une mosaïque complexe des environnements que vous avez traversés. Mais une question vertigineuse demeure. Si votre cerveau copie ainsi le monde, comment savez-vous quelles pensées sont authentiquement vôtres et lesquelles sont des copies? Cette question va nous guider vers notre première preuve majeure. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer la découverte scientifique qui a révolutionné notre compréhension de la copie neuronale, les neurones miroirs. Préparez-vous à découvrir comment votre cerveau efface littéralement la frontière entre soi et l'autre. Parme, Italie, début des années 90. Un singe macaque est assis dans un laboratoire, des électrodes implantées dans son cortex prémoteur. Les chercheurs enregistrent l'activité de neurones individuels pendant que l'animal saisit des cacahuètes. Tout se passe normalement, puis, pendant une pause, un assistant de laboratoire prend lui-même une cacahuète. Le singe observe, immobile. Mais dans son cerveau, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les mêmes neurones qui s'activaient quand il saisissait la cacahuète s'activent maintenant alors qu'il regarde simplement l'assistant faire le geste. Cette observation accidentelle a déclenché une révolution scientifique. Les neurones miroirs venaient d'être découverts. Ces neurones possèdent une propriété stupéfiante. Ils effacent la distinction entre action et observation. Quand vous voyez quelqu'un sourire, vos neurones miroirs simulent ce sourire dans votre propre cortex moteur. Quand vous observez une personne saisir un verre, vos neurones miroirs reproduisent le programme moteur de cette saisie. Vous ne vous contentez pas de voir passivement le monde. Votre cerveau copie activement les actions observées, les rejouant en simulation interne. C'est comme si votre cerveau ne pouvait comprendre une action qu'en la copiant, qu'en la reproduisant dans sa propre architecture. La compréhension n'est pas séparée de l'imitation. Comprendre, c'est copier. Les neurones miroirs ne se limitent pas aux actions physiques. Des études ultérieures ont révélé des systèmes miroirs pour les émotions, les sensations tactiles, même la douleur. Quand vous voyez quelqu'un se faire piquer par une aiguille, votre propre cortex somatosensoriel s'active partiellement. Quand vous observez une expression de dégoût sur un visage, vos propres circuits du dégoût s'allument. Votre cerveau copie automatiquement les états internes des autres, créant une forme de résonance neuronale. Cette découverte explique pourquoi vous frissonnez en voyant quelqu'un avoir froid, pourquoi vous souriez automatiquement face à un sourire, pourquoi vous bâillez quand quelqu'un bâille. Ce ne sont pas des réflexes sociaux appris, ce sont des copies neuronales directes, des miroirs biologiques qui reproduisent l'état observé dans votre propre système nerveux. Voici une analogie fraîche pour saisir ce mécanisme. Imaginez deux diapasons accordés sur la même fréquence. Frappez le premier, il vibre et émet un son. Sans le toucher, le second diapason commence à vibrer par résonance sympathique. Les ondes sonores du premier induisent automatiquement la vibration du second. Vos neurones miroirs fonctionnent exactement selon ce principe. Quand vous observez une action ou une émotion, cette observation crée des ondes d'activité neuronale qui font résonner vos propres circuits. Vous vibrez en synchronie avec ce que vous percevez.
Cette résonance n'est pas métaphorique. Elle est mesurable, physique, réelle. Mais attention aux limites de cette théorie. Les neurones miroirs ne vous transforment pas en zombies qui imitent mécaniquement tout ce qu'ils voient. Votre cerveau possède des mécanismes inhibiteurs puissants qui empêchent l'activation motrice complète. Quand vous observez quelqu'un courir, vous ne vous mettez pas automatiquement à courir. Votre système miroir simule l'action en mode silencieux, sans déclencher le mouvement réel. De plus, l'intensité de l'activation miroir varie selon votre expertise, votre attention, votre état émotionnel. Un danseur professionnel aura une résonance miroir beaucoup plus forte en observant de la danse qu'une personne sans expérience. Vos neurones miroirs ne copient pas aveuglément. Ils copient sélectivement en fonction de votre histoire personnelle. Maintenant, examinons une étude concrète qui illustre la puissance de ce système. Des chercheurs ont recruté des violonistes professionnels et des non-musiciens. Ils ont scanné leur cerveau pendant qu'ils écoutaient de la musique de violon. Résultat, chez les violonistes, les zones motrices contrôlant les doigts et les bras s'activaient intensément comme s'ils jouaient réellement. Chez les non-musiciens, presque aucune activation motrice. Les violonistes ne se contentaient pas d'entendre la musique. Leur cerveau copiait automatiquement les gestes nécessaires pour produire ces sons. Après des années de pratique, leur système miroir avait créé un lien si profond entre perception auditive et action motrice que l'écoute seule suffisait à déclencher la simulation du jeu. Ils étaient devenus, neurologiquement, des copies de la structure musicale elle-même. Voici le contre-argument que beaucoup soulèvent. Si les neurones miroirs nous font copier automatiquement ce que nous voyons, pourquoi ne sommes-nous pas tous identiques? Si nous copions tous le même environnement, ne devrions-nous pas converger vers la même configuration mentale? C'est une objection légitime qui mérite une réponse honnête. La réponse tient en 3 points. Premièrement, nous ne copions pas tous le même environnement. Chacun navigue dans un écosystème social et sensoriel unique. Deuxièmement, nous ne copions pas avec la même efficacité. La force de votre système miroir dépend de votre génétique, de votre histoire développementale, de votre attention actuelle. Troisièmement, et c'est crucial, la copie n'est jamais parfaite. Votre cerveau ajoute du bruit, de la distorsion, de la créativité. Vous êtes une photocopie qui a été photocopiée des milliers de fois, chaque génération ajoutant ses propres artefacts. Mais voici le détail que personne ne vous dit. L'activation des neurones miroirs n'est pas toujours consciente. La plupart du temps, vous copiez sans le savoir. Vous adoptez des postures, des expressions faciales, des intonations vocales, des patterns de pensée sans décision délibérée. Cette copie inconsciente est si profonde qu'après 20 minutes de conversation avec quelqu'un, votre rythme cardiaque commence à se synchroniser avec le leur. Votre respiration s'accorde. Vos micro-expressions se coordonnent. Vous devenez physiologiquement et neurologiquement un reflet partiel de la personne en face de vous. Ce n'est pas de l'empathie au sens psychologique. C'est de la copie neuronale directe, automatique, irrésistible. Alors où cela nous mène-t-il? Les neurones miroirs prouvent que votre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur isolé qui observe le monde de l'extérieur. Il fonctionne comme un résonateur qui vibre en harmonie avec ce qu'il perçoit. Mais cette découverte soulève une question encore plus troublante. Si vous copiez automatiquement les autres, est-ce que les autres vous copient aussi? Et si oui, où commence l'individu et où finit le collectif?
Dans le prochain chapitre, nous allons explorer le twist conceptuel qui change tout. La copie n'est pas unidirectionnelle. C'est une synchronisation bidirectionnelle permanente entre vous et votre environnement. Préparez-vous à voir s'effondrer la frontière entre intérieur et extérieur. Nous avons exploré comment votre cerveau copie le monde. Mais voici le twist qui change absolument tout. Le monde vous copie en retour. La copie n'est pas un processus à sens unique où vous absorbez passivement votre environnement. C'est une boucle de rétroaction permanente, une synchronisation bidirectionnelle où vous modifiez ce qui vous entoure, pendant que ce qui vous entoure vous modifie. Cette révélation efface la frontière que vous pensiez solide entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'observateur et l'observé. Vous n'êtes pas simplement dans le monde. Vous êtes avec le monde, entrelacés dans une danse de copies mutuelles qui rend impossible de dire où vous finissez et où commence votre environnement. Pensons à ce qui se passe réellement quand vous entrez dans une pièce. Vos neurones miroirs commencent immédiatement à copier les expressions faciales, les postures, les tonalités émotionnelles des personnes présentes. Votre système nerveux s'accorde sur l'ambiance collective. Mais simultanément, votre propre présence modifie cette ambiance. Les autres copient vos expressions, vos gestes, votre énergie. Si vous entrez tendu, la tension se propage par contagion neuronale. Si vous entrez détendu, le relâchement se diffuse. Chaque personne dans cette pièce est à la fois un émetteur et un récepteur, copiant et étant copié dans un processus circulaire sans commencement ni fin définie. Vous n'observez pas l'atmosphère de la pièce. Vous la co-créez activement par votre simple présence. Cette synchronisation bidirectionnelle explique des phénomènes que la psychologie classique peine à comprendre. Pourquoi les couples de longue durée finissent-ils par se ressembler physiquement? Pourquoi les colocataires synchronisent-ils leur cycle de sommeil? Pourquoi les membres d'une équipe sportive développent-ils une coordination presque télépathique? Ce ne sont pas des coïncidences mystérieuses, ce sont les manifestations visibles d'une synchronisation neuronale profonde. Après des mois ou des années d'interaction continue, vos cerveaux se copient mutuellement si intensément qu'ils convergent vers des patterns communs. Vos expressions faciales sculptent littéralement les muscles du visage de votre partenaire, et vice-versa. Vos rythmes biologiques s'entraînent mutuellement jusqu'à battre à l'unisson. Vous devenez progressivement des copies partielles l'un de l'autre. Voici où le concept devient vertigineux. Si cette synchronisation bidirectionnelle est vraie, alors votre identité n'est pas une propriété fixe contenue dans votre crâne. C'est un processus dynamique distribué entre vous et votre environnement social. Vous êtes différent avec votre famille qu'avec vos collègues, différent seul qu'en groupe, différent dans tel environnement que dans tel autre. Ces variations ne sont pas des masques superficiels que vous portez, ce sont des configurations neuronales réelles, des patterns d'activation distincts créés par la synchronisation avec différents contextes. Votre cerveau se reconfigure littéralement selon l'écosystème dans lequel il est immergé. Vous êtes multiples, fluides, constamment remodelés par la danse de copies mutuelles avec ce qui vous entoure. Résolvons maintenant la boucle de curiosité numéro 2 que nous avions ouverte au début. Le twist contre-intuitif était celui-ci. La copie n'est pas unidirectionnelle. Nous venons de voir pourquoi. Chaque acte de perception est simultanément un acte de modification. Quand vous observez quelqu'un, vous le changez par votre attention même. Votre regard active leurs neurones miroirs, modifiant leur état neuronal. Ils deviennent partiellement une copie de ce qu'ils pensent que vous attendez d'eux.
et vous devenez partiellement une copie de ce que vous percevez chez eux. C'est une boucle infinie de miroirs se reflétant mutuellement, où la distinction entre l'original et la copie perd tout sens. Qui copie qui? Les deux copient les deux. Simultanément, continuellement. Maintenant, une question réflexive pour personnaliser ces implications. Pensez aux 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Fermez les yeux un instant et visualisez-les. Maintenant, posez-vous cette question. Quelle partie de vos pensées, de vos opinions, de vos émotions habituelles sont réellement les vôtres et quelles parties sont des copies neuronales de ces 5 personnes? Si vous aviez grandi dans un environnement social complètement différent, avec des amis différents, une famille différente, une culture différente, seriez-vous encore vous? Ou êtes-vous fondamentalement une mosaïque de copies, un point de confluence où convergent les patterns de tous ceux qui vous ont entouré? Cette question n'est pas philosophiquement abstraite. Elle a des conséquences pratiques immédiates. Si vous êtes partiellement une copie de votre environnement social, alors changer cet environnement change qui vous êtes. Ce n'est pas une métaphore de développement personnel. C'est une prédiction neuroscientifique précise. Immergez-vous dans un environnement où les gens sont anxieux, critiques, négatifs et vos circuits neuronaux vont progressivement copier ces patterns. Vous deviendrez plus anxieux, plus critique, plus négatif, non par faiblesse de caractère, mais par synchronisation neuronale automatique. Inversement, placez-vous dans un environnement où les gens sont curieux, créatifs, bienveillants, et vos neurones vont copier ces patterns. Vous changerez neurologiquement pour correspondre à ce nouveau contexte. Mais voici le détail crucial qui rend cette synchronisation encore plus profonde. Elle ne se limite pas aux interactions directes en face à face. Votre cerveau synchronise même avec des patterns abstraits, culturels, idéologiques. Les récits que vous consommez, les médias que vous regardez, les livres que vous lisez, tous sculptent vos réseaux neuronaux. Une personne qui passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux développe des patterns d'attention fragmentés, de réactivité émotionnelle rapide, de jugement binaire. Ces traits ne reflètent pas leur vrai. Ils reflètent une copie neuronale de la structure des plateformes qu'ils utilisent. Votre cerveau devient une copie de l'architecture informationnelle dans laquelle il baigne. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous avons découvert que vous n'êtes pas un observateur séparé qui regarde le monde de l'extérieur. Vous êtes un nœud dans un réseau de synchronisation mutuelle. Vous copiez le monde vous copie, et cette boucle crée ce que vous appelez votre identité. Mais si c'est vrai, une question immense émerge. Pouvez-vous échapper à cette synchronisation? Pouvez-vous choisir consciemment ce que vous copiez? Dans les prochains chapitres, nous allons explorer une deuxième preuve majeure de cette synchronisation bidirectionnelle. Puis nous plongerons dans les applications pratiques qui vous permettront de reprendre le contrôle de ce processus de copie. La frontière entre vous et le monde est plus poreuse que vous ne l'imaginiez. Mais cette porosité n'est pas une faiblesse. C'est votre plus grande opportunité de transformation. Les émotions ne sont pas des états privés confinés à l'intérieur de votre crâne. Elles sont des phénomènes collectifs qui se propagent de cerveau en cerveau comme des virus neuronaux. Cette affirmation peut sembler métaphorique, mais elle est littéralement vraie. Votre système nerveux possède des mécanismes spécialisés pour détecter, copier et transmettre les états émotionnels des autres. Cette contagion émotionnelle n'est pas un bug psychologique. C'est une fonctionnalité évolutive profonde qui permet aux groupes humains de se coordonner, de synchroniser leurs réponses aux menaces, de créer de la cohésion sociale. Mais elle a un coût. Vous n'êtes jamais émotionnellement autonome. Vous êtes constamment entraîné, poussé,
tirés par les états émotionnels de votre environnement social. Commençons par une expérience fascinante menée dans les années 2000. Des chercheurs ont réuni des groupes de volontaires qui ne se connaissaient pas. Ils ont placé secrètement dans chaque groupe un acteur formé pour afficher soit de la joie contagieuse, soit de l'anxiété subtile. Les participants ne savaient pas qu'ils étaient observés. Après seulement 2 heures d'interaction, les chercheurs ont mesuré l'état émotionnel de chaque membre. Résultat stupéfiant. Dans les groupes avec l'acteur joyeux, le niveau de bien-être collectif avait augmenté significativement. Dans les groupes avec l'acteur anxieux, l'anxiété s'était propagée à presque tous les membres. Une seule personne avait suffi à modifier l'état neurochimique de tout le groupe. La contagion émotionnelle n'est pas une théorie abstraite. C'est un phénomène mesurable, prévisible, irrésistible. Mais comment fonctionne exactement cette contagion au niveau neuronal? Votre cerveau possède ce qu'on appelle le système limbique, un ensemble de structures profondément enfouies qui régulent vos émotions. Ce système n'est pas isolé. Il est constamment en communication avec le système limbique des personnes autour de vous via une boucle complexe: observation, copie miroir, activation sympathique. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, vos neurones miroirs simulent l'expression faciale de la tristesse. Cette simulation active partiellement votre propre système limbique. Vous commencez à ressentir une version atténuée de la tristesse observée. Si l'exposition continue, cette activation s'intensifie. Votre cerveau ne fait plus la distinction entre la tristesse simulée et la tristesse authentique. Vous devenez réellement triste par contamination neuronale directe. Voici une analogie puissante pour visualiser ce processus. Imaginez que chaque personne est un diapason émotionnel vibrant à une certaine fréquence. La joie vibre à une fréquence élevée, l'anxiété à une fréquence moyenne tendue, la dépression à une fréquence basse. Quand vous entrez en contact prolongé avec quelqu'un, vos diapasons commencent à résonner ensemble. Si l'autre personne vibre fortement à la fréquence de l'anxiété et que vous êtes dans un état neutre, votre diapason va progressivement s'accorder sur sa fréquence. Vous ne décidez pas consciemment de devenir anxieux. Votre système nerveux s'entraîne automatiquement sur la fréquence dominante de votre environnement. C'est de la physique émotionnelle, pas de la psychologie volontaire. Mais attention, cette théorie ne dit pas que vous êtes une éponge émotionnelle sans défense. Vos conditions limites sont importantes. L'intensité de la contagion dépend de plusieurs facteurs: votre état de base, votre niveau de stress, la force de votre connexion avec la personne émettrice, votre conscience du processus. Une personne profondément ancrée dans un état émotionnel stable résistera mieux à la contagion qu'une personne en déséquilibre. De plus, la conscience du mécanisme crée une protection partielle. Savoir que vous êtes susceptible de copier les émotions environnantes vous permet d'activer des stratégies de régulation. Vous n'êtes pas condamné à l'impuissance, mais vous n'êtes jamais totalement immunisé. Examinons maintenant un cas concret qui révèle l'ampleur de ce phénomène. Une étude sur 70 000 personnes utilisant les réseaux sociaux a analysé la propagation des états émotionnels en ligne. Les chercheurs ont manipulé discrètement les fils d'actualité de certains utilisateurs, montrant soit plus de contenu positif, soit plus de contenu négatif. Puis, ils ont mesuré le ton émotionnel des publications que ces utilisateurs créaient ensuite. Résultat bouleversant. Ceux exposés à plus de positivité publiaient significativement plus de contenu positif. Ceux exposés à plus de négativité devenaient plus négatifs dans leurs propres publications. L'émotion s'était propagée à travers le réseau comme une cascade. Et voici le détail que personne ne vous dit. Cette contagion fonctionnait même sans interaction directe.
Vous n'aviez pas besoin de connaître la personne pour copier son état émotionnel. La simple exposition passive à son contenu suffisait à modifier votre propre configuration émotionnelle. Ce phénomène a des implications vertigineuses pour votre vie quotidienne. Si vous passez 8 heures par jour dans un bureau avec des collègues stressés, votre niveau de stress va inexorablement augmenter même si votre travail personnel n'est pas stressant. Ce n'est pas de la faiblesse mentale, c'est de l'entraînement neuronal automatique. Si vous consommez 3 heures de contenu anxiogène sur les réseaux sociaux chaque soir, votre anxiété de base va grimper progressivement, même si votre vie réelle est stable. Vous copiez l'anxiété du flux informationnel. Si vous vivez avec un partenaire chroniquement déprimé et que vous ne mettez pas en place de stratégie de protection émotionnelle, votre propre humeur va dériver vers la dépression par synchronisation limbique continue. Mais voici le rehook puissant qui change la perspective. Le détail que personne ne vous révèle est celui-ci. La contagion émotionnelle n'est pas symétrique. Certaines émotions se propagent plus rapidement et plus intensément que d'autres. La colère se transmet 6 fois plus vite que la joie. L'anxiété est plus contagieuse que la sérénité. La négativité a un coefficient de propagation supérieur à la positivité. Pourquoi? Parce que votre cerveau a évolué pour détecter et copier prioritairement les menaces. Dans l'environnement ancestral, copier rapidement la peur d'un membre du groupe face à un prédateur pouvait vous sauver la vie. Copier la joie n'avait pas la même urgence de survie. Cette asymétrie évolutive signifie que vous êtes biologiquement biaisé vers la copie des émotions négatives. Votre environnement émotionnel vous tire naturellement vers le bas, à moins que vous ne mettiez en place des contrepoids conscients. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous venons de prouver que vos états émotionnels ne sont pas entièrement les vôtres. Ils sont co-créés par synchronisation avec votre écosystème social. Vous êtes un nœud dans un réseau d'entraînement émotionnel mutuel. Mais cette découverte soulève une question pratique urgente. Pouvez-vous choisir consciemment les émotions que vous copiez? Pouvez-vous vous protéger de la contagion toxique tout en restant ouvert à la contagion positive? Dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans les applications concrètes, les pratiques mentales précises qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre environnement émotionnel. La contagion est inévitable, mais elle n'est pas incontrôlable. Vous connaissez maintenant les mécanismes. Votre cerveau copie automatiquement les patterns de votre environnement. Cette copie se produit au niveau des actions, des émotions, des pensées, même des structures conceptuelles. Vous êtes façonné par ce qui vous entoure de manière bien plus profonde que vous ne l'imaginiez. Mais voici la question qui compte vraiment. Que faites-vous de cette connaissance? Comment transformez-vous cette compréhension théorique en changement pratique? Ce chapitre vous donne une méthode en 3 étapes pour reprendre le contrôle conscient de votre processus de copie neuronale. Ces pratiques ne sont pas des suggestions philosophiques vagues. Ce sont des exercices précis, testables, qui modifient mesurablement votre architecture neuronale. Première étape. Remarquez. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. La plupart du temps, vous copiez votre environnement de manière complètement inconsciente. Votre première tâche est de développer une conscience métacognitive de ce processus en temps réel. Voici l'exercice concret. Pendant les 7 prochains jours, 3 fois par jour, arrêtez-vous pendant 2 minutes. Posez-vous ces questions précises. Quel est mon état émotionnel actuel? D'où vient-il? Est-ce que je ressens cette émotion parce que quelque chose dans ma vie personnelle l'a générée ou est-ce que je l'ai copiée de mon environnement immédiat? Suis-je anxieux parce que j'ai une raison objective d'être anxieux
ou parce que je viens de passer 1 heure avec quelqu'un d'anxieux. Cette distinction est cruciale. Elle crée un espace de conscience entre le stimulus et la réponse. La deuxième partie de l'exercice de remarquage concerne vos pensées. Pendant ces mêmes pauses, identifiez 3 pensées récurrentes que vous avez eues dans la dernière heure. Pour chacune, posez-vous la question. Cette pensée est-elle originale ou est-ce une copie? D'où vient-elle exactement? Est-ce une opinion que vous avez développée par réflexion personnelle ou une idée que vous avez absorbée d'un podcast, d'un livre, d'une conversation, d'un fil de commentaires sur les réseaux sociaux? La plupart des gens découvrent avec stupeur que 80 à 90% de leurs pensées quotidiennes sont des copies, des échos, des reformulations de contenus externes. Cette prise de conscience n'est pas déprimante. Elle est libératrice. Elle vous montre exactement où se trouvent les leviers de changement. Deuxième étape, tester. Une fois que vous avez développé la capacité de remarquer vos copies neuronales, vous pouvez commencer à expérimenter consciemment. Voici l'exercice. Choisissez délibérément de modifier un élément de votre environnement et observez comment cela vous change. Commencez petit. Si vous écoutez habituellement des podcasts anxiogènes pendant vos déplacements, remplacez-les par de la musique instrumentale calme pendant 1 semaine. Notez chaque jour votre niveau d'anxiété de base sur une échelle de 1 à 10. Vous constaterez probablement une baisse mesurable. Si vous passez vos pauses déjeuner avec des collègues qui se plaignent constamment, essayez de déjeuner seul avec un livre inspirant pendant 5 jours. Observez l'effet sur votre propre tendance à vous plaindre. Ces expériences vous prouvent empiriquement que votre état mental n'est pas une propriété fixe. C'est une variable dépendante de votre écosystème informationnel et social. L'exercice de test peut aussi être plus ambitieux. Identifiez la personne dans votre vie qui a l'influence émotionnelle la plus toxique sur vous. Ce n'est pas forcément quelqu'un de malveillant. C'est simplement quelqu'un dont l'état neuronal par défaut est négatif, anxieux, critique et qui transmet cet état par contagion. Réduisez drastiquement votre exposition à cette personne pendant 3 semaines. Si c'est impossible physiquement, créez une distance émotionnelle consciente. Quand vous êtes en leur présence, maintenez une partie de votre attention sur votre respiration plutôt que de vous synchroniser complètement avec leur état. Cela crée un pare-feu neuronal partiel. Mesurez l'impact sur votre bien-être général. Vous découvrirez probablement que votre humeur de base s'améliore significativement. Ce n'est pas parce que vous êtes égoïste, c'est parce que vous cessez de copier un pattern neuronal dysfonctionnel. Troisième étape, réinterpréter. Une fois que vous avez remarqué vos copies et testé des modifications, vous pouvez commencer la phase la plus profonde. Réinterpréter consciemment votre identité. Voici l'exercice mental. Arrêtez de penser à votre personnalité comme à une essence fixe. Commencez à la voir comme une collection dynamique de patterns copiés que vous pouvez consciemment reconfigurer. Vous n'êtes pas intrinsèquement anxieux, pessimiste ou critique. Vous avez simplement copié ces patterns d'un environnement qui les exhibait intensément. Cette réinterprétation retire la charge identitaire de vos traits négatifs. Vous n'avez pas à défendre ces aspects de vous-même comme faisant partie de qui vous êtes vraiment. Vous pouvez les reconnaître comme des copies temporaires que vous avez le pouvoir de remplacer par d'autres copies plus fonctionnelles. Voici un exemple concret d'application quotidienne. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, posez-vous cette question. Quel est le premier input que je vais permettre à mon cerveau de copier aujourd'hui? Allez-vous commencer par les actualités anxiogènes qui vont programmer votre système nerveux en mode alerte? Allez-vous plonger dans les réseaux sociaux qui vont fragmenter votre attention et activer vos circuits de comparaison sociale?
Ou allez-vous consciemment choisir un input qui oriente votre neurologie dans la direction désirée? 10 minutes de lecture inspirante, de méditation ou simplement de silence contemplatif créent un ancrage neuronal complètement différent pour votre journée. Ce choix conscient du premier input est l'une des pratiques les plus puissantes pour reprendre le contrôle de votre processus de copie. L'application finale concerne votre environnement social à long terme. Voici la règle d'or. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Cette affirmation n'est pas une métaphore motivationnelle. C'est une prédiction neuroscientifique précise basée sur la synchronisation limbique et la copie miroir continue. Si vous voulez devenir plus créatif, entourez-vous de créatifs. Si vous voulez devenir plus serein, fréquentez des personnes sereines. Si vous voulez développer une pensée critique rigoureuse, passez du temps avec des penseurs critiques rigoureux. Votre cerveau va inévitablement copier les patterns dominants de votre écosystème social. Plutôt que de subir cette copie passivement, orchestrez-la consciemment. Devenez l'architecte délibéré de votre environnement neuronal. Alors, où en sommes-nous? Vous possédez maintenant une méthode en 3 temps pour transformer la copie neuronale inconsciente en sculpture consciente de votre esprit. Remarquer vous donne la conscience. Tester vous donne les preuves empiriques. Réinterpréter vous donne la liberté psychologique. Mais une révélation finale nous attend, celle qui va résoudre complètement notre énigme de départ. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir le paradoxe ultime. Vous êtes simultanément la copie et l'original. Cette vérité va changer votre relation à l'identité elle-même. Nous voici au point culminant de notre exploration. Pendant tout ce voyage, nous avons suivi une question centrale. Sommes-nous des copies de notre environnement? Nous avons vu les mécanismes neuronaux de la copie, les preuves scientifiques, la synchronisation bidirectionnelle, les applications pratiques. Mais maintenant, nous devons confronter le paradoxe ultime qui dissout complètement la question elle-même. Voici la révélation en une ligne mémorable. Vous n'êtes ni une copie, ni un original. Vous êtes le processus même de copie qui crée simultanément les deux. Cette affirmation n'est pas un jeu de mots philosophique. C'est la conclusion logique inévitable de tout ce que nous avons découvert. Revenons à la distinction fondamentale entre copie et original. Cette distinction présuppose une séparation claire. Il y a un original qui existe indépendamment et il y a une copie qui dérive de cet original. Mais que se passe-t-il quand le processus de copie est bidirectionnel et continu? Quand A copie B pendant que B copie A simultanément en boucle permanente, qui est l'original? La réponse est perturbante. Aucun des deux. Ou plutôt, les deux sont simultanément copie et original. Votre cerveau copie votre environnement social, mais votre environnement social copie votre cerveau. Vous modifiez ce qui vous modifie. Vous sculptez ce qui vous sculpte. La frontière entre intérieur et extérieur, entre soi et autre, entre copie et original, s'effondre complètement. Pensez à 2 miroirs placés face à face. Chaque miroir reflète l'autre, créant une régression infinie d'images. Quel reflet est l'original? Aucun. Chacun est simultanément la copie de l'autre et la source du reflet de l'autre. Votre relation avec votre environnement fonctionne exactement de cette manière. Vous êtes un miroir neuronal qui reflète le monde, mais le monde est aussi un miroir qui vous reflète. Cette boucle de réflexion mutuelle crée ce que vous appelez votre identité. Vous n'êtes pas une chose fixe qui observe le monde. Vous êtes un processus relationnel, une émergence dynamique de l'interaction entre ce que vous pensiez être vous et ce que vous pensiez être le monde extérieur.
Voici où cette révélation devient vraiment radicale. Si vous êtes le processus de copie lui-même, plutôt qu'une entité séparée qui copie, alors votre identité n'a pas de localisation fixe. Elle n'est pas contenue dans votre crâne. Elle n'est pas stockée dans vos neurones. Elle existe dans l'espace relationnel entre vous et tous ceux avec quoi vous interagissez. Quand vous parlez à quelqu'un, votre identité se co-crée dans cette conversation. Quand vous lisez un livre, votre identité se reconfigure dans la relation entre votre cerveau et le texte. Quand vous marchez dans une forêt, votre identité s'étend dans l'interaction sensorielle avec cet environnement. Vous êtes distribué, relationnel, fluide. Vous n'avez pas d'essence fixe parce que vous n'êtes pas une chose. Vous êtes un verbe, pas un nom. Cette compréhension résout complètement la boucle de curiosité numéro 1 que nous avions ouverte au début. Le résultat surprenant était celui-ci. Votre cerveau ne crée pas une réalité indépendante. Il copie les structures externes. Maintenant, nous voyons que cette formulation était incomplète. Votre cerveau ne copie pas passivement. Il copie activement tout en étant copié, créant une boucle de co-création où la distinction entre créateur et créé perd tout sens. Vous créez le monde qui vous crée. Vous copiez l'environnement qui vous copie. Original et copie se dissolvent dans un processus unifié d'émergence mutuelle. Mais cette révélation a des implications pratiques profondes pour votre vie quotidienne. Si vous êtes le processus de copie lui-même, alors vous n'êtes jamais figé. Vous êtes toujours en train de devenir. Chaque interaction est une opportunité de reconfiguration. Chaque conversation réécrit partiellement votre architecture neuronale. Chaque livre modifie vos patterns de pensée. Chaque environnement sculpte votre état émotionnel. Vous n'êtes pas une statue achevée que le temps érode lentement. Vous êtes de l'argile vivante qui se refaçonne continuellement en réponse aux forces qui la touchent. Cette fluidité n'est pas une faiblesse, c'est votre fondamental. Alors, voici la question cruciale que cette révélation soulève. Si vous êtes constamment en train de devenir, si vous n'avez pas d'essence fixe, qui décide de la direction de ce devenir? C'est ici que la conscience entre en jeu. Vous ne pouvez pas arrêter le processus de copie. Il est automatique, continu, inévitable. Mais vous pouvez devenir conscient de ce processus, et la conscience change tout. Quand vous remarquez que vous êtes en train de copier l'anxiété de votre environnement, cette remarque crée un espace de choix. Vous pouvez décider de ne pas renforcer cette copie. Vous pouvez consciemment rediriger votre attention vers d'autres patterns plus fonctionnels. Vous ne contrôlez pas le processus de copie, mais vous pouvez influencer ce que vous choisissez de copier. Voici le paradoxe ultime qui émerge. Vous êtes simultanément complètement déterminé et radicalement libre. Déterminé parce que vous ne pouvez pas échapper au processus de copie neuronale. Chaque instant, vous êtes façonné par ce qui vous entoure, mais libre parce que vous pouvez consciemment orchestrer votre environnement. Vous pouvez choisir les personnes que vous fréquentez, les contenus que vous consommez, les environnements dans lesquels vous vous immergez. En sculptant votre écosystème externe, vous sculptez indirectement votre paysage interne. Vous ne créez pas votre esprit directement, mais vous créez les conditions qui créent votre esprit. C'est une forme de liberté indirecte, mais c'est une liberté réelle. Pensez à un jardinier. Il ne crée pas directement les plantes. Il ne peut pas forcer une graine à pousser par volonté pure. Mais il crée les conditions pour la croissance. Il choisit le sol, l'exposition au soleil, l'arrosage, les nutriments. Ces choix déterminent ce qui pousse. Vous êtes le jardinier de votre propre conscience. Vous ne contrôlez pas directement vos pensées, vos émotions, vos traits de personnalité, mais vous contrôlez l'environnement informationnel et social qui les génère. En devenant un architecte conscient de votre écosystème,
vous devenez indirectement l'architecte de vous-même. Alors voici où nous en sommes. Vous n'êtes ni une copie passive de votre environnement, ni un créateur autonome de votre réalité. Vous êtes l'intersection dynamique des deux. Vous êtes le lieu où le monde se copie en vous pendant que vous vous copiez dans le monde. Cette compréhension change tout. Elle retire le fardeau de l'autonomie totale tout en préservant l'espace de la responsabilité consciente. Vous n'avez pas à créer votre identité ex nihilo. Vous devez simplement choisir avec soin ce que vous permettez de vous façonner. Dans le chapitre final, nous allons intégrer tout ce que nous avons découvert et explorer ce que cela signifie vraiment pour votre vie. La révélation est complète. Maintenant vient la résolution. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage à travers les mystères de la copie neuronale et de l'identité distribuée. Il est temps maintenant d'intégrer tout ce que nous avons découvert en 3 mouvements. Ce que vous croyiez au début, ce que vous avez vu pendant l'exploration et ce que cela signifie vraiment pour votre vie. Cette résolution n'est pas une conclusion fermée. C'est une ouverture vers une façon radicalement différente de vous comprendre et de naviguer dans le monde. Préparez-vous à voir votre réalité quotidienne sous un angle complètement nouveau. Ce que vous croyiez au début de ce voyage, vous pensiez probablement que votre esprit était une entité autonome, séparée du monde, observant la réalité de l'extérieur. Vous imaginiez que vos pensées étaient les vôtres, générées indépendamment par un moi intérieur souverain. Vous supposiez que votre personnalité était une essence relativement fixe, peut-être influencée par l'environnement, mais fondamentalement stable et localisée dans votre cerveau. Cette vision correspondait au sens commun, à l'expérience subjective que nous avons tous d'être un centre de conscience distinct du reste du monde. C'était une illusion confortable qui préservait un sentiment de contrôle et d'identité claire. Mais cette illusion, aussi rassurante soit-elle, ne correspondait pas à la réalité neurobiologique. Ce que vous avez vu pendant notre exploration, votre cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur isolé. Il fonctionne comme un système de miroirs neuronaux qui copie continuellement les structures de son environnement. Vous avez découvert les neurones miroirs qui effacent la distinction entre action et observation, transformant la perception en simulation interne. Vous avez vu comment la contagion émotionnelle propage les états affectifs de cerveau en cerveau, comme des virus neuronaux, créant une synchronisation limbique automatique. Vous avez compris que cette copie n'est pas unidirectionnelle, mais bidirectionnelle. Vous copiez le monde pendant que le monde vous copie, créant une boucle de co-création permanente. Vous avez réalisé que votre identité n'est pas une propriété localisée dans votre crâne, mais un processus relationnel distribué entre vous et tout ce avec quoi vous interagissez. Ce que cela signifie vraiment pour votre vie. Cette compréhension transforme radicalement votre relation à vous-même et au monde. Premièrement, elle dissout le mythe de l'autonomie totale sans pour autant vous réduire à un déterminisme mécanique. Vous n'êtes pas un créateur ex nihilo de votre réalité mentale, mais vous n'êtes pas non plus une victime passive de votre environnement. Vous êtes le point de confluence conscient où se rencontrent des forces multiples, et cette conscience vous donne un pouvoir d'orchestration. Deuxièmement, elle change votre responsabilité. Vous êtes responsable non pas de contrôler directement vos pensées et émotions, mais de sculpter consciemment l'écosystème qui les génère. Votre liberté réside dans le choix de votre environnement informationnel et social. Les implications pratiques sont immenses et immédiates. Chaque matin, quand vous vous réveillez, vous faites face à un choix crucial. Quel sera le premier pattern que votre cerveau copiera aujourd'hui? Ce choix programme littéralement votre neurologie pour les heures suivantes.
Si vous commencez par l'anxiété des actualités, vous activez vos circuits de menaces. Si vous commencez par la fragmentation des réseaux sociaux, vous conditionnez votre attention à l'éparpillement. Si vous commencez par la présence contemplative ou la lecture inspirante, vous ancrez votre système nerveux dans un état radicalement différent. Ce premier choix n'est pas trivial. Il crée l'inertie neuronale de votre journée entière. Votre vie sociale devient également un terrain de design conscient plutôt qu'un hasard subi. Si vous comprenez que vous devenez inévitablement une copie partielle des personnes que vous fréquentez, alors choisir vos relations devient l'acte le plus important de création de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène neuronale. Vous ne pouvez pas offrir au monde une version toxique et épuisée de vous-même en prétendant que c'est de l'altruisme. Vous devez d'abord créer les conditions qui permettent à votre meilleur soi d'émerger, et ces conditions incluent un environnement social nourrissant. Protégez farouchement votre écosystème relationnel. C'est la matrice même de votre conscience. Votre consommation de contenu devient un acte de sculpture mentale plutôt qu'un divertissement neutre. Chaque livre que vous lisez, chaque podcast que vous écoutez, chaque vidéo que vous regardez laisse une empreinte neuronale. Ces empreintes s'accumulent, se superposent, créent la topographie de votre paysage mental. Si vous passez 3 heures par jour à consommer du contenu anxiogène, sensationnaliste, polarisé, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir un esprit calme, nuancé, centré. Votre esprit sera une copie de l'architecture informationnelle que vous nourrissez. Devenez un conservateur exigeant de votre musée mental. Laissez entrer seulement ce qui mérite d'être copié dans votre architecture neuronale. Mais voici la graine de curiosité qui ouvre vers le prochain chapitre de cette exploration. Nous avons découvert que vous êtes une copie de votre environnement et que votre environnement est une copie de vous, créant une boucle de co-création sans original fixe. Mais cette boucle ne se limite pas à votre environnement social et informationnel immédiat. Elle s'étend potentiellement à des échelles beaucoup plus vastes. Et si votre cerveau ne copiait pas seulement les personnes autour de vous, mais aussi des structures plus profondes de la réalité elle-même. Et si la conscience humaine était une copie de patterns cosmiques, de principes organisationnels qui transcendent l'échelle humaine. Cette question nous mènera vers des territoires encore plus vertigineux dans notre prochaine exploration. Si cette investigation a craqué quelque chose en vous, si elle a ouvert une brèche dans votre façon de vous comprendre, alors le prochain chapitre va plonger encore plus profondément. Nous allons explorer comment la copie neuronale pourrait être un principe universel qui opère à toutes les échelles, du quantique au cosmique, de la cellule à la société. Nous allons examiner si la conscience elle-même pourrait être comprise comme un processus de copie récursive qui crée l'illusion d'un observateur séparé. Ces questions nous attendent dans la suite de cette série. Pour ne manquer aucun épisode de cette exploration aux frontières de la conscience et de la réalité, abonne-toi maintenant à El Observador Quantico. Nous continuons ce voyage ensemble, repoussant les limites de ce que nous pensions savoir sur nous-mêmes et sur là de l'esprit. Active la cloche de notification pour être averti dès la sortie du prochain chapitre. Nous nous retrouvons très bientôt pour continuer cette plongée dans les mystères de la conscience distribuée. Jusque-là, observez attentivement ce que vous copiez. Vous pourriez être surpris de découvrir qui vous devenez.